Je vais sauter, ça va, on fera aller, quoi. Ouais, Ok. Ok. on fera aller. Mhm. Pas évident, ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vous dis bonsoir et bonsoir à tous qui nous écoutent. Euh, et c'est une nouvelle très triste. Très triste parce que on vient de perdre euh, quelqu'un de grand par le cœur, de grand par le talent, de grand par son humanisme. Et il faut connaître Ahmed en dehors des, des radios ou d'une station de télé pour pouvoir apprécier la personne, enfin, apprécier, savoir qui il est et comment il fonctionne. J'ai eu ce privilège d'être avec lui en dehors des radios. Je l'ai pratiqué dans le day-to-day pendant un bon bout de temps. J'ai cheminé avec lui, j'ai bourlingué avec lui, j'ai voyagé avec lui, j'ai eu, je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un homme bon. C'était pas le fougueux qui venait sur les antennes. C'est pas le bad boy qui faisait son show. Mais derrière tout cet aspect, il y avait un grand homme derrière. Quelqu'un qui avait un cœur d'or. Il y a beaucoup d'anecdotes qu'on pourra dire sur Ahmed ou ce que j'ai vécu avec lui. Mais je suis très triste de ça, Jacques. Très, 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 très triste. D'autant plus que j'ai eu la possibilité de parler à Ibou, son petit frère, à Paris. Et je parlais avec Alexis, également son fils, de 26 ans. J'ai tenté de joindre sa femme en Autriche pour parler à ses deux petites filles, mais je n'ai pas eu la possibilité. Mais j'avais eu l'occasion de les rencontrer à Paris. On a eu à manger ensemble dans un resto sur Montparnasse. Et voilà, c'est triste. C'est triste. J'ai pratiqué Ahmed. Ma dernière communication avec lui remonte le- la nuit du 29 ou du 30, je ne sais pas. Parce que je lui disais qu'il m'avait envoyé un message d'anniversaire. Alors, il sait que il m'appelle, il dit, mais Noël, tu ne me réponds pas. C'est ça, quoi. Bon, dans son jargon, moi, je suis du 25 décembre. Donc, alors, moi, je lui ai dit, j'ai dit, mais arrête tes histoires là. Non, Donning, c'est pas comme ça. Tout ça l'a écrit. Et les messages vocaux encore, qui me laissaient là. T'appelles plus, t'appelles plus. On t'appelle 1000 fois, tu réponds une fois. Ainsi de suite. J'ai dit, mais bon, bref, c'était ça, Ahmed. C'était ça, Ahmed. Mais Jacques, il y a une chose qui m'a surpris, euh, c'est comme un peu il avait la prémonition. Si vous vous souvenez, au cours des émissions, Ahmed disait toujours que lui, il n'est pas là pour être président de la République. Il ne cherche pas à être président. Il n'en veut pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il Si, le si. disait tout le temps. Si, si, bien sûr. Et un jour, il dit, mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Alors que si tu vas en politique, c'est pour diriger, c'est pour prendre la magistrature, c'est ça, et ainsi de suite. En tout cas, c'est la vocation, quoi. Donc, je lui posais cette question. Il me dit, écoute, il dit que lui, il n'a pas de longue vie. Donc, il viendra, il fera ce qu'il va faire, il va partir. C'est comme ça qu'il m'a répondu un jour, en présence d'un ami commun, un Français du nom de Yann, qui vit à Monterrey, au Mexique. Nous étions assis dans un café, le boulevard Magenta, à Paris. Et on discutait et tout et tout. Il m'a présenté ce jour-là, ce monsieur, et un autre de ses amis qui habite à Genève. Alors, ils ne connaissent pas bien, l'autre connaît bien la Guinée. Et il dit, pourquoi
tu parles comme ça, ainsi de suite. On parlait de la politique et tout. Bref, tout ça, c'est pour vous dire que le gars, il était bien. C'était bien, c'était un homme d'une très grande dimension humaine. Il faut le pratiquer pour le savoir. Vous savez, on peut venir à la radio, tout ça, c'est virtuel. Mais quand vous pratiquez la personne, quand vous marchez ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous partagez certaines choses ensemble, euh, vous avez une certaine vision, une vision commune de la vie. Vous partagez des choses, c'est là où vous vous rendrez compte de la dimension humaine de l'être. Et c'est là où vous verrez une idée de la personne. C'est en dehors des antennes que moi j'ai connu Ahmed. C'est pas le Ahmed Kourma qui venait là, avec sa voix rare et puis avec sa façon de parler, un jour, il me disait, il dit, mais toi, tu parles comme moi. Il dit, tu as une voix, machin, machin. Il me flattait. J'ai dit, non, on ne peut pas avoir une voix comme Ahmed. Il dit, si. Il dit, il faut beaucoup capitaliser sur ça. Et puis, on rigolait, tout ça. Alors, j'ai dit, Aka, tu as une voix unique. Il dit seulement, il faut que tu te redresses politiquement. Tu dois arrêter de faire le margouillat. Et puis, tu vois, je me moquais de lui. Et ça, c'était un soir à l'hôtel Kaloum. On discutait. Et partout il passait, mais c'était l'ami de la jeunesse aussi. C'est ça. Ahmed Kourma, c'est ce gars-là qui prenait sa moto, qui roulait dans Conakry sur une moto. Je lui pose la question, il avait une grosse moto avec casque et tout. Il dit non, que lui, il préfère les motos parce que ça t'évite l'embouteillage. J'ai dit, mais Aka, un jour, tu vas te casser la tête ici et nous irons t'enterrer. Puis je lui disais ça, comme ça, rigolant. Il dit, non, Denis, c'est la moto, c'est voilà, quoi. Donc, c'était ça, Ahmed. C'est aussi la simplicité. Tu sais, il aimait souvent dire le bourgeois. Effectivement, Ahmed vivait en bourgeois, il pensait bourgeois, il réfléchissait bourgeois. Et voilà, c'était ça un peu, sa personne. Mais c'est un gars qui était capable de partager. Il a $100, il est capable de vous donner $60 et de garder $40. C'était ça aussi, Ahmed. Dans son quartier à Koléa, là-bas où il était, tous les petits gamins, tout le monde qui descend à Ahmed, même s'il n'a rien, mais tu vois, c'est les jeunes courent derrière lui, tout ça, et puis voilà. Il était humain, il était humain. Il avait cette dimension humaine. Alors, donc aujourd'hui, c'est vraiment de cette forme. C'est difficile à dire, Jack, comme je l'ai dit, surtout quand vous l'avez pratiqué. Je parlais avec son fils Alexis tout à l'heure. Et il y a quoi? Il y a 1 heure. Et, l'émotion était grande, elle était vive. Voilà. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Alors, Monsieur Konaté, une autre question. Vous l'avez échangé avec lui, vous aviez dit dans la nuit du 29 au 30. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu, vous êtes aperçu ou bien vous avez senti qu'il ne se portait pas bien? Est-ce qu'il vous l'a dit? C'était la même façon qu'il me parlait, la même manière qu'il parlait, c'était comme ça. Le mec, c'était ça. Et quand tu l'appelles, surtout si tu as appelé 2, 3 fois, tu n'as pas répondu, j'ai un vocal ici que je vais vous emmener, peut-être vous allez l'écouter en off, quoi. Où il criait, t'appelles plus, il criait, tout ça. Ça, c'était au mois de décembre, là. Parce que tout simplement, moi, je l'ai dit que je n'ai pas reçu son appel le 25 décembre. Et dans tous ces états, il a appelé, c'est vrai, il avait raison, il a appelé. Heureusement que je lui ai parlé avant sa mort. Heureusement. C'est passé parce que je ne l'avais pas appelé. Mais il ne comprenait pas mon programme, mon calendrier, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Bon, il m'a dit, bon, d'accord. Et on devait se voir. Il partait là en France. Et c'est vrai, il y avait un cas de maladie, ce n'est pas faux, mais ce n'était pas alarmant. Voilà, ce n'était pas alarmant. Donc, ce n'était pas alarmant. Et aujourd'hui, Ahmed est parti. Alors, quel est le sentiment que vous avez? Qu'est-ce que vous avez
qu'est-ce qui vous vient en tête? Il y a beaucoup de théories, beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux, hein. De façon générale, est-ce que la thèse donc, de l'hôpital, selon des informations que nous avions eues, qui serait décédé donc de diabète, est-ce que selon vous, cette thèse tient la route, sans pour autant être un médecin, cher ami? Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans la spéculation. Je refuse cela. Aujourd'hui, on a perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu un père pour certains, on a perdu un oncle, on a perdu un membre de la famille, un ami. Voilà. Les détails, les gens diront toujours ce qu'ils veulent, mais moi, je pense que c'est très tôt de pouvoir se prononcer sur quelqu'un qui n'a même pas fait 24 heures encore et qui a passé l'arme à l'autre. Et Jacques, moi, j'ai du respect pour les morts. Même si c'était Al Capone qui décédait et qu'on me demandait de parler sur lui, en mal, je ne le ferai pas. D'autant plus que, à plus forte raison, quelqu'un qui fut bon pour moi et qui fut bon pour sa communauté, son pays, je veux dire, tout ça, c'est-à-dire c'est les gens qui l'entourent, quoi. C'est de ça que je parle. Par la communauté. Il a eu... c'est difficile de parler de, ceux qui avancent, ceux qui veulent avancer, ils peuvent le faire. Je ne parle pas au nom de la famille, de sa famille biologique. Je parle à un ami. Je parle à un frère. Je ne peux pas. Les gens pourront toujours dire, mais moi je pense qu'il faut respecter les morts. Alors, qu'ils soient morts de. On mourra toujours de quelque chose. Euh, qu'ils soient morts de, d'overdose, ou bien je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut dire. Il reste il est mort, il est décédé. Il faut respecter ce corps-là, il faut respecter son âme. Et il faut que les gens arrêtent de spéculer. Aujourd'hui, ce que je pense, l'intérêt général, c'est de prier pour le repos de son âme et de prier Dieu pour qu'il lui pardonne ses péchés. C'est ça. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Je pense que c'est ce qui doit primer aujourd'hui. Comment il est mort, qu'est-ce qui est arrivé? De toute façon, la finalité est là. Il ne sera plus de ce monde des vivants. Donc, il faut respecter cette âme-là. Il faut respecter ce corps-là. Voilà. Je pense que l'intérêt, en tout cas, nous réclamons tous de la foi, qu'elle soit de la chrétienté, qu'elle soit de l'islam, qu'elle soit du judaïsme ou quoi, ou bien du bouddhisme, et ainsi de suite. Il reste que nous croyons en quelque chose. Et la croyance voudrait que, et je pense que dans toutes les religions, en tout cas sacrées ou en tout cas révélées ou non, la décence voudrait qu'on respecte les morts. C'est ça. Donc voilà, moi, je me situe dans cette logique-là. Mais parlons maintenant un Ouais. peu de son bilan, son séjour à Conakry, hein, qui est bientôt 3 ans, 4 années. Il était allé avec donc des idées pour faire passer certaines choses. Il est décédé. De façon générale, est-ce que vous pensez qu'il a pu atteindre une partie de son objectif? Il y a un peu de bruit, il y a un peu de musique autour de vous, hein, Gérald? Allô? Jacques? Oui, allô? Je ne sais pas la musique là vient d'où, mais Oui, enfin, je voilà. m'excuse. Voilà, ça va, OK. Comment? Oui, Alors, je non. disais que... Je vous ai mis en hold. Ah, d'accord. J'ai rejeté un appel. Ouais. D'accord. Alors, je disais que il avait ses objectifs en allant en Guinée, hein. Il a été clair qu'il voulait faire avancer les choses, changer les choses, qu'il y ait des débats d'idées pour que la Guinée puisse progresser. Au soir de sa mort aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a pu atteindre une partie donc de ses objectifs? Pour parler un petit français, Mamadou Ebineto, est-ce qu'il ne serait pas sacrifié pour rien, en Guinée? Permettez-moi l'expression. Bon, ça dépend quel angle on veut le voir là. Et surtout lorsqu'on parle de sa venue en Guinée, cela ne date pas de 3-4 ans, mais il est rentré un peu plus avant.
il est venu, faut pas oublier tout le parcours politique qu'il a eu à faire avec Papa Collé Dadis dans Camara, le oui. groupe. Dadis, c'est vrai. Dadis, d'abord en tant que conseiller politique, euh, c'est pas, Dadis, c'est quand même au sort de 2008-2009. C'est ça. Donc, disons que ça lui a fait quand même une décennie maintenant qu'il est vécu en Guinée. Mhm. Euh, et cela, il a eu le temps d'apprécier le climat politique, il s'est lancé dans la politique. Et d'ailleurs, je me souviens encore une fois lui poser la question s'il veut prendre la tête d'un parti politique. Donc, voilà, il est parti dans le groupe. Ahmed a été quand même porte-parole de l'opposition républicaine. Il ne faut pas, c'est pas rien, ça. Mhm. Donc, il s'est tracé un destin politique. Maintenant, il s'est tracé une voie. Il s'est fait respecter dans le landerneau politique. Il est parti de rien parce qu'il n'avait pas de capital financier pour pouvoir se faire peut-être un parti politique où il a décidé de rester avec des politiques au sein d'un parti. Mais reste qu'il s'est imposé, il s'est fait de la notoriété. Et quand Ahmed parlait, on écoutait. Voilà. Et il s'est fait respecter. Et d'ailleurs, ça lui a valu beaucoup d'ennemiciés et puis bon, beaucoup de petits problèmes, tout ça. Mais reste que, on dira tout de lui, mais on reconnaîtra quand même qu'il avait le langage, le franc-parler, quoi. C'était un gars qui ne portait pas de gants, il parlait. Et comme le disait le doyen Yacine, il est lui ce soir. Ahmed savait manipuler la langue. Il jouait avec les mots comme Pelé jouait avec le ballon. C'est ce que le doyen Yacine dit. Et j'ai écouté Moussa Sidibé également, hein, qui a fait un témoignage sur lui. Qu'on l'aime ou pas, Ahmed, il est ce qu'il est. Et Ahmed restera ce qu'il est. Il a été ce qu'il est. Il est parti comme il a vécu. Tu vois. Donc, oui, il est venu en Guinée. Il s'est imposé. Il s'est tracé une voie. Il est devenu ce qu'il est. Et bon, au soir de sa vie politique, il a emprunté un autre chemin. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez eu le temps de parler avec Ahmed pour son choix de quitter la scène politique pour aller au niveau des médias. Oui, oui, j'ai échangé avec lui. Je Et, lui avais donné voilà, même des conseils par rapport à ça. voilà. Mhm. Et donc, vous avez compris pourquoi il a décidé de quitter Mhm. la scène politique pour aller. Parce que c'était un gars qui aimait la liberté de temps. Et c'était un gars qui n'aimait pas souvent qu'on lui dise fais ceci, fais cela. Parce que lui, il estime qu'il ne faut jamais oublier un facteur, Jacques. Ahmed, Ahmed est français. Et on a beau dire, les Guinéens, Ahmed est né à Paris, Ahmed a grandi quand même là-bas aussi. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Il a eu ce côté, son côté français était là, quoi. Donc, il y a une certaine liberté de ton qu'il ne pouvait pas se priver dans le débat politique. Donc, souvent en Afrique, cela ne plaît pas. Donc, il a décidé de conduire sa destinée euh, en homme libre. C'est pour ça qu'il a quitté le camp politique. Moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourtant, tu avais de la possibilité d'aller très loin en politique. Il m'a dit, oui, mais ils vont caporaliser mes idées. Et il aimait beaucoup ce mot, caporaliser, là. Mhm. Donc, il m'a dit, ils vont caporaliser mes idées. Alors, moi, je suis un homme libre. Et puis, quand tu parles, Ahmed, c'était Ahmed. Voilà. Non, maintenant, le bilan, est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il a fait bon, on appréciera comme on voudra. Moi, je pense qu'il est venu, il avait un destin en Guinée. Il est venu, il s'est inséré dans le landerneau politique et il s'est mélangé dans cette maille. Il s'est payé un chemin, il s'est fait un nom, il s'est fait connaître et il a gagné le respect des gens et il a décidé de pouvoir quitter cette scène politique et pour essayer de faire valoir ses services autrement et ailleurs. Et finalement, il s'est lancé, voilà, il est allé dans la presse. Tout simplement, encore une fois, il ne voulait pas qu'on lui dicte sa conduite. Et donc, oui, le bilan, moi je ne parlerai pas de bilan ici. Je dirais, est-ce qu'il a marqué son temps, est-ce qu'il a marqué son époque? Oui, il l'a fait. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, une autre information que je voulais certainement vérifier avec lui, puisque vous aviez échangé un peu avec lui, un peu le 29 30, sur sa page, hein, il a deux derniers
postings qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Le premier, il a parlé donc de Fissiri Lombali. Et le deuxième posting, alors, il a parlé aussi des Guinéens qui n'étaient pas du tout reconnaissants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire derrière ces deux tweets ou bien ces deux messages? Le sentiment qui l'animait. C'est le sentiment qui l'animait. Il en parlait même avant ça, même avant décembre. Là. Il en parlait avant. C'est un sentiment réel qui l'animait. À plusieurs occasions, moi j'ai parlé avec lui. Il avait le sentiment que, d'abord, qu'il était incompris, et deuxièmement, que certaines peines ne valaient pas la peine. Et il avait le sentiment que parfois on se bat pour rien. Mais au-delà de cela, il y avait d'autres choses, je disais, que je préfère garder pour moi ici, Jacques, Okay. et en toute sincérité. Toute sincérité. D'accord. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci beaucoup, cher ami, Monsieur Konaté. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne. C'est tellement, ils vont vouloir échanger un peu avec vous, poser quelques questions. J'espère que vous avez encore quelques minutes encore pour nous. Je vais ouvrir avec votre Bokba, voilà, Bokba Ahmed Tijan Silla. Et il s'entendait très rarement avec Ahmed Kourma. Hein. C'était toujours un bon débat entre les deux. D'ailleurs, même je me demande si Ahmed Kourma s'entendait avec quelqu'un. Hein. Peut-être avec vous. Je n'ai jamais senti ce débat houleux, mais avec les autres, il ne faisait pas du tout les cadeaux. Hein, c'est clair. Alors, Ahmed Kourma, comment allez-vous? La chose à Ahmed Tijan Silla, je vais dire. Jacques, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bien, ça fait très longtemps. Je lui dis bonsoir à M. Konaté. J'ai essayé de l'appeler depuis très longtemps, mais je pense que son numéro ne fonctionne plus. Jacques, écoutez, mon père nous disait tout le temps, paix à son âme, la mort est un passage obligatoire. Voilà. Cette frontière qui est entre nous et puis le monde invisible.